Je m'appelle Moreno Andreatta. Donc, je suis directeur de recherche au CNRS à l'IRMA, donc l'Institut de recherche mathématique avancée de l'Université de Strasbourg. Et je travaille aussi comme chercheur associé à l'IRCAM, en fait, l'Institut de recherche coordination acoustique musique à Paris, à côté du Pompidou, où historiquement il y a vraiment les liens entre les sciences et la musique. Et donc voilà, je vous présente une petite introduction à quelques aspects des recherches en mathématiques et musique. Alors, bon, vous avez déjà entendu un peu de musique, mais j'avais prévu voilà, une petite... alors, pas une petite musique de nuit, donc plutôt une petite musique d'après-midi. Donc, ce n'est pas Mozart, c'est moi qui, voilà, qui vous propose un petit voyage. Et après, vous comprendrez ensuite pourquoi cette musique n'a pas pu être composée sans les mathématiques. Voilà, une petite introduction à musique pour vous amener dans les maths, dans la musique. Alors ça, c'était plutôt la musique des maths, mais ça sera vers la fin. D'abord, les maths dans la musique. Dans la musique, on trouve des maths. Alors, si je pense à un compositeur et j'essaie d'associer un compositeur avec les mathématiques, qu'est-ce que vous pensez tout de suite? Bach, voilà. Tout le monde pense Bach. Effectivement, Monsieur Bach, le voilà, s'amuser à faire des petites devinettes. On appelait ça les canons énigmatiques. Donc un canon énigmatique, c'est un peu comme Frère Jacques. Vous connaissez les principes, les enfants. Frère Jacques, qu'est-ce qu'on fait? On chante la mélodie, Frère Jacques, et après, on répète. C'est ça le canon. Sauf que Frère Jacques, c'est simple. Et les canons énigmatiques de Bach, c'est plus compliqué. Il vous donne la mélodie et il ne vous dit pas où est-ce qu'il faut faire entrer les voix. Donc, en fait, il faut résoudre les canons. On parle de résolution des canons comme résolution d'un problème mathématique. Alors, regardez, ici, donc ça, c'est le thème du roi, de l'offrande musicale. Donc, je peux vous le jouer. Ça fait quelque chose comme ça. Voilà la voix du canon. Mais c'est un canon à deux voix. Où est-ce qu'elle est cachée, la deuxième voix? Qui a des idées? Qui avance des hypothèses pour trouver la deuxième voix du canon? Alors, on n'est pas obligé à répéter la voix à l'identique. On peut faire des petites opérations. Par exemple, on peut la lire à l'envers. Regardez qu'est-ce qu'il a mis Bach. Il a renversé les clés. Donc, en fait, la deuxième voix, c'est rien d'autre que la lecture à l'envers de la première. Donc je vous joue la deuxième voix du canon qui fait comme ça. Voilà. Et le miracle, c'est que quand on superpose la voix de gauche à droite et la même de droite à gauche, en même temps, eh bien, ça fait un canon à deux voix, par mouvement contraire. Et les voilà, c'est ici la pièce. Alors, essayez avec n'importe quelle mélodie, vous n'y arriverez pas, ça fait des choses bizarres, mais ça, c'est l'art du contrepoint chez Bach. Et vous voyez, en fait, le début est égal à la fin, mais avec une sorte de petit renversement. Donc, imaginez que vous avez un papier, comme celui-ci, et dans lequel donc, le début est égal à la fin, sauf que, en fait, si le début est égal à la fin simplement, eh bien, on le colle et ça fait, qu'est-ce que ça fait?
Oui, un cylindre plutôt, hein, dans ces cas-là. Mais et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, qu'est-ce qu'il fait Bach? Il prend ces points-là, il doit aller ici. Et les bas, il doit aller avec un haut. Donc, en fait, quand hop, hop, est-ce que vous connaissez cet objet? Cet objet, ça s'appelle un ruban de Möbius. Donc, Bach a découvert les rubans de Möbius. Ça, c'est un de mes exemples préférés parce que ça montre bien qu'avec sa propre logique, comme je disais dans les petits teasers qui notre ami nous a fait l'honneur de faire pour voilà, faire un peu de pub à cette conférence-concert, eh bien, la musique, avec sa propre logique, arrive à anticiper l'existence, on pourrait dire la découverte d'objets mathématiques que les mathématiciens vont découvrir et formaliser bien après. Alors, est-ce que c'est l'invention, est-ce que c'est la découverte? Ça, c'est les vieux débats au sein des mathématiques. Est-ce qu'on découvre les maths ou on les invente? Alan Kohn aurait dit qu'il voilà, il y a une sorte de réalité archétypale des mathématiques, une sorte de permanence des objets mathématiques qui sont quelque part et il faut juste les découvrir. On n'invente rien. Mais ça, c'est une vision des mathématiques. En tout cas, si vous avez envie, regardez, vous cherchez Canon Canclisan, vous ferez partie des 3 millions et quelques personnes qui ont visionné cette vidéo, qui est la plus visionnée dans les domaines de la maths-musique. Donc, Joss Liss, qui a fait une sublime animation. Si vous n'êtes pas convaincu, mais c'est vraiment les rubans de Möbius qui est le support, l'espace dans lequel cette pièce se déploie. Donc, allez, on va commencer par des choses simples, parce qu'on va poser des bases. Pas tout le monde fait de la musique. Là, il y a quelques représentants du conservatoire, donc très bien, mais est-ce que tout le monde est familier avec la notion des notes, accords majeurs, intervalles? Levez la main si ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Très bien, ça tombe bien parce que voilà, j'ai un petit résumé des théories de la musique, vraiment en 2 minutes, mais au moins ça donne les bases. Donc là, vous avez une note. Une note, c'est un symbole si on a une partition, c'est une fréquence, si on parle d'un point de vue physique, un certain nombre de vibrations par seconde, des ondes sonores qui produit la note. Donc là, on parle en hertz. Et on a aussi, voilà, ici on a un piano, prenons la note comme voilà, une touche du piano. Donc, et là, vous avez toutes les notes de musique avec, à partir vous voyez, du Do, donc le Do au centre du piano, après Do dièse, si on monte un petit peu, ou bien Ré bémol, si on descend à partir du Ré bémol, ou Do dièse, ça dépend si on regarde la note, on le regarde du bas en haut ou du haut en bas. Donc Do dièse, Ré dièse ou Mi bémol, Mi, Fa, voilà notre note, Fa dièse ou Sol bémol, Sol dièse, La dièse, Si, Do, etc. Okay? Donc, 7 touches blanches, 5 noires, 7 et 5, ça fait 12. Oh, 12, voilà. Donc, on a 12 notes qui se répètent. Okay? Plusieurs notes jouées en même temps, ça fait un accord. Donc là, vous avez, par exemple, un Ré qui est superposé en Fa dièse et en La. Donc, regardez, écoutez plutôt cette sonorité qui est typique de l'accord majeur. L'accord de Ré majeur est toujours, ou l'accord majeur en général, on prend n'importe quelle note et on construit la tierce majeure de l'accord et la quinte. Ça fait cette sonorité. Donc, Do majeur, Ré majeur, Mi majeur, voilà, etc. Les touches blanches, le voilà. Les touches noires, ce sont 2 ensembles complémentaires, comme on dit en mathématiques. Donc, là, on parle aussi des gammes diatoniques pour les touches blanches et des gammes pentatoniques pour les touches noires. Penta, ça veut dire 5. Donc, c'est 5 noirs. Et alors, l'octave, très importante, parce qu'à partir d'une Do, voilà les notes. Do, Do, voilà. Cette distance, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 8, ça fait l'octave. Okay? Donc, c'est la même note avec des rapports de fréquence qu'on va voir tout de suite. En tout cas, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle un intervalle. Un intervalle, c'est la distance entre 2 notes. Donc là, par exemple, nous avons entre Do et Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, 5, donc la quinte. Je peux partir de n'importe quelle note, par exemple du Mi bémol ici, voilà, et on a la quinte, et ça,
Voilà, quai de Kent. Vous connaissez? Peut-être pas, hein? Ouais, bah, les adultes, oui, mais les enfants, non. Si, mi, si, do, ré, mi, la carte. Hein? Donc voilà, on a déjà quelques éléments. Donc gardez juste ça. Hein? L'intervalle de Kent. L'intervalle de Kent est très important. Hein? Ça nous remonte à l'époque où ce vieux monsieur, qui n'est pas le Père Noël, même si on est presque hein, à Noël, c'est Pythagore. Hein? Vous le reconnaissez avec les triangles rectangles, ici le célèbre théorème. Alors voilà, Pythagore s'amusait. Hein, dit-on, hein, c'est peut-être une légende, on ne sait même pas si Pythagore a vraiment existé, mais disons qu'il s'amusait à jouer de la guitare, hein, mais il avait juste une corde. Voilà, les monocordes. Hein, les monocordes, en fait, avec une corde, on peut faire plein de choses, plein d'expériences sympathiques. Donc, par exemple, on peut, voilà, prendre la corde et la frotter. Donc là, ça fait, par exemple, un La. Hein, on parle aussi de diapason, hein, le La 440. Vous avez déjà entendu parler? La 440, ça veut dire 440 vibrations par seconde. C'est le diapason, c'est la note qu'on donne à l'orchestre quand on s'accorde hein, au début d'un concert. Alors, qu'est-ce qu'il remarque Pythagore? Que sa corde, s'il la coupe à moitié, il va frotter la corde. Qu'est-ce qu'il va entendre? Est-ce que selon vous, est-ce qu'on va entendre un son plus aigu ou plus grave? Hein, on a coupé la corde à moitié. Oui, on a une proposition. Eh ouais, on va avoir un son qui a fait le double de la fréquence. On est passé des 440 Hz, l'onde qui vibre, à 880. Vous voyez? Donc, ça nous dit déjà hein, qu'il y a une relation des proportionnalités inverses entre la longueur de la corde et la hauteur qu'on perçoit. Mais Pythagore ne s'arrête pas là, hein, parce qu'il divise la corde en 3 parties et il prend 2 sur 3. Donc, si on prend la même corde et on la divise en 3 parties, on prend 2 sur 3. 2 sur 3, à partir du La, eh bien, la si, do, ré, mi, on retrouve la quinte de la panthère rose hein, de tout à l'heure. Okay? Et c'est vraiment cet intervalle qui va servir pour lui pour engendrer toutes les notes, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, à partir des A, pas des quintes, hein, comme on dit. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on construit hein, notre gamme. Alors, j'ai une petite animation que je vous commente. Donc, imaginez un son, un glissando. Hein, on dit un son continu qui continue à monter. Alors, chaque fois qu'on double l'octave, hein, on passe par les mêmes points, juste à une octave de différence. Donc, si on se met tout en haut, qu'est-ce qu'on voit hein, cette spirale. On voit un cercle. Okay? Donc, en fait, voilà, ça, c'est ma note qui monte. Et maintenant, je vais la faire monter à pas de quinte, à partir donc d'une note du Do, Sol, Ré, La, vous voyez, Mi, Si, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, etc., 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 12 fois. Voilà, j'arrive tout en haut. Alors, je les bloque là, parce que je suis tout en haut. Et regardez qu'est-ce qui se passe chez Pythagore. Quand j'ai fait la projection, hein, je suis arrivé tout en haut, 12 fois la quinte. Je vais tout en bas maintenant avec une projection et j'arrive très proche de la note de départ, mais pas au même endroit. Okay? Donc, on appelle ça le commun pythagoricien, qui a un petit intervalle, une petite distance entre la note et, en fait, la même note multiplier la quinte, hein, multiplier 12 fois. Voilà. Et c'est un intervalle qu'on a corrigé dans les pianos. Dans les pianos, on a une gamme tempérée égale et on a, du coup, on a corrigé cet intervalle que je peux vous faire écouter. Et ça, c'est les communs. Le La et... Est-ce que vous entendez la différence? Oh, il faut vraiment tirer l'oreille. Ou bien superposer. Parce que si on superpose, la physique nous aide. Ah, les battements. Okay? C'est comme ça qu'on accorde les instruments de musique. On cherche à éviter les battements, hein, justement. OK. Voilà. Donc, là, on peut faire des maths. Hein, parce qu'on peut mettre en place des raisonnements mathématiques pour montrer que chez Pythagore, la spirale de Kent est infinie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à pas des 3,5, hein,
c'est les rapports entre la longueur et 2 tiers. Hein. Comme tout à l'heure, l'octave, c'est rapport 2, hein, parce qu'on a coupé à moitié. Maintenant, on coupe en 2 tiers, donc le rapport, c'est 3 demi. 3 demi fois 3 demi fois 3 demi fois 3 demi, hein, une puissance des 3 demi, ne peut jamais être un multiple des 2, une puissance de 2. Donc, un multiple de l'octave. Hein, c'est-à-dire, c'est là où la preuve. Hein, on démontre. Alors, vous êtes un peu petit, mais bientôt, vous verrez la racine carrée de 2. La racine carrée de 2 est un nombre irrationnel. On ne peut pas l'écrire comme une fraction. Pourquoi? Supposons par l'absurde qu'on écrit comme une fraction, eh bien, on a une contradiction. Et là, c'est le même raisonnement. Supposons qu'on puisse écrire 3 demi à une certaine puissance est égal à 2 à une certaine puissance, et voilà, là, on a la contradiction. Donc, finalement, la spirale de Kent est vraiment infinie. Hein, elle ne va jamais se refermer sur un cercle. Alors là, c'est Madame le Cercle qui explique ça à Monsieur le Triangle, hein, dans une petite animation qu'on a réalisée, qui est disponible sur la chaîne Vidéo d'IMAT hein, du CNRS, donc la musique et mathématiques, histoire d'une rencontre. Alors, par contre, voilà, on se met maintenant au piano, on oublie Pythagore, hein, et quand on se met au piano, on a, regardez, tout notre piano, on ne voit rien, il faut lui dire de partir. Voilà, voilà notre piano qu'on peut compacter à une octave. Hein, donc une note est le double de la fréquence. Ensuite, on peut mettre en évidence certains accords, hein, comme ici. Donc une alternance touche blanche, noire, blanche, noire, blanche, blanche, noire, blanche, noire, blanche, noire, blanche. Un segment avec 2 points. Le point et son octave identifiés. Et bien là, on peut vraiment les fermer et ça fait un cercle. Hein, et ces cercles, maintenant, on peut l'utiliser hein, pour avoir, par exemple, voilà, mon accord qui devient un triangle dans ces cercles. Okay? Donc ça, c'est l'idée hein, d'une première représentation, une représentation circulaire. D'ailleurs, voilà, il y a des objets en bois, hein, très jolis, ici, faits par les vaisseaux hein, de Strasbourg, un peu l'équivalent du palais de la découverte. Alors, pour les séances sciences à croquer avec les enfants, travailler avec les élastiques, c'est génial. Hein. Donc, on voit bien ici, donc nous avons toutes les notes du piano avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Hein. Donc, vous voyez, les touches blanches du piano, ça fait un heptagone. Hein. Donc, ça, on le verra tout à l'heure. Hein. On va les rencontrer tout à l'heure. Alors, là aussi, c'est intéressant d'un point de vue d'histoire des mathématiques, parce que cette représentation a été introduite par celui qui a inventé la combinatoire, rien que ça. C'est-à-dire Marin Mersenne, le père Mersenne, hein, parce que c'était un curé, et voilà, il aimait bien. Vous voyez, là, il est en train de siffler des airs. Hein. Pourquoi? Parce que son problème, c'était calculer toutes les mélodies possibles. Il voulait avoir un catalogue complet des mélodies. Hein. Et donc, voilà. Donc, en fait, on est à l'époque, là, on est au XVIIe siècle, hein, on est à l'époque dans laquelle on a les quadriviums. Donc, la musique, en fait, a sa place à côté de la géométrie, de l'arithmétique et de l'astronomie. Hein, donc là, vraiment, c'est l'alliance entre les sciences et la musique. Mais voilà, toujours est-il que cette représentation, on la trouve chez Mersenne, et ben, c'est celle qui va nous servir, qui va nous guider. Hein, et donc, je vais vous montrer, et vous pouvez vous-même hein, utiliser ça, parce qu'on a fait un logiciel, on a développé un logiciel open source. Hein, je vous donnerai les liens tout à l'heure. Voilà, les liens, c'est ici, detonnets.com. Voilà, et par contre, ce que je vais faire, c'est le faire un peu grand. Voilà, comme ça, normalement, voilà, je vois que mon cercle. Alors, je le mets en français, hein, comme ça, je vous aide un petit peu. Alors, est-ce que ça reste si je fais comme ça? Oui, ça reste. Très bien. Voilà, donc là, vérifions quand même qu'à partir du Do, ah oui, ça marche. Hein, on tourne en rond, et là, c'est vraiment hein, un cercle. Et là, on peut mettre nos accords, accords majeurs, accord mineur. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Un majeur, un mineur. Juste une note. Vous voyez? La tierce. Cette tierce, qui est majeure dans le cas d'un accord majeur, est mineure et un peu plus petite dans le cas de l'accord mineur. Okay? Mais il y a plein de formes. Alors, maintenant qu'on peut jouer, on peut s'amuser. Un accord de septième. Un accord de septième diminué. Un accord diminué. Voilà Monsieur le Carré qui fait son apparition. Un accord augmenté, c'est un triangle équilatéral.
et ainsi de suite. Là, vous pouvez vous amuser à chercher tous les accords possibles avec plusieurs notes. On peut faire les touches blanches du piano, et là on retrouve notre élastique avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, vous voyez, ou les touches noires du piano. Voilà la gamme pentatonique, un joli pentagone presque régulier, mais pas tout à fait régulier, et ainsi de suite. Vous avez compris les principes. Donc ça, c'est le cercle, la représentation circulaire interactive. Si vous n'avez pas des pianos à connecter, pas grave. Vous, avec votre ordinateur, voilà, vous jouez les musiques ou même au clavier. Je peux jouer sans besoin de piano si je n'ai pas de piano connecté. Sinon, c'est quand même pratique d'avoir un piano qui permet de faire passer le MIDI et l'information MIDI, parce que ça communique en symbolique, en MIDI, pas en audio. Donc ça, c'est vraiment l'astuce de cet environnement. Je reviens à mon PowerPoint. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Comme ça, on peut... Est-ce que c'est clair pour l'instant? Tout est clair? Oui. Alors, voilà. Donc, on a fait une petite démo parce que maintenant, on peut s'amuser à voir les premières relations vraiment mathématiques dans la musique au niveau des transformations d'un accord. On a déjà parlé tout à l'heure, un accord majeur, voilà un autre accord majeur. Alors, quelle est la transformation qui permet de passer d'un accord de Do majeur à Ré majeur, par exemple? Les musiciens diraient que c'est une transposition. Okay? Et là, regardez dans les cercles, eh bien, c'est une rotation. Donc, ça, c'est général. Tout accord avec une rotation, en fait, peut être interprété comme une transposition musicalement. Okay? Donc là, on a ajouté, par exemple, 2, et on a enlevé 2. Deux demi-tons. Le demi-ton, c'est le plus petit pas, de la distance entre deux notes. Alors, question pour le public. Là, nous avons deux accords majeurs, donc rotation. Imaginons maintenant que je veux transformer l'accord majeur dans, par exemple, la relative mineure. Vous savez, les musiciens savent que quand on a une partition, on a 0 dièse et 0 bémol à la clé. Soit on est en Do majeur, soit en La mineur, qui est donc la relative mineure. Quel est le rapport entre Do majeur et La mineur? Est-ce que je peux, selon vous, prendre mon triangle, ici, Do, Mi, Sol, et les transformer dans le relatif mineur, c'est-à-dire Do, Mi, La? Est-ce qu'il y a une rotation qui me permet de passer de Do, Mi, Sol à Do, Mi, La, du triangle rose au triangle vert? Est-ce que je peux faire des rotations, selon vous? Oui ou non? Oui. Ouais. Voilà. Exactement. Ils sont symétriques. Bravo, c'est la bonne réponse. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire des rotations. Il faut vraiment avoir un axe de symétrie. Regardez. Là, c'est l'axe de symétrie. Et ce n'est pas n'importe quel axe. C'est l'axe du Ré. Le Ré, c'est le vrai centre du piano. Vous n'êtes pas convaincu. Donc, je vous le montre. Hop là, là j'arrête. Je vous le montre dans mon environnement. Ici, regardez le Ré. Regardez les notes, comme elles se disposent, de façon symétrique, partie droite et partie gauche. Ah, super! Une petite découverte qui, en fait, saute pas aux yeux au début, parce qu'on pense toujours à la translation, la périodicité, donc au piano symétrique par translation, mais là, il est aussi symétrique par rapport à l'inversion. Alors, il y a des théoriciens de la musique du 19e siècle, Camille Durout a fait toute la théorie de l'harmonie à partir de la symétrie du Ré. Donc, c'est vraiment... des musiciens avec qui j'ai pu collaborer à Lausanne, Pierre Odetta, a créé une cloche diatonique, la distribution de toutes les notes, toutes les gammes de 7 notes centrées sur le Ré. Et là, vous avez effectivement
des techniques d'apprentissage des gammes de façon symétrique, hein, en utilisant vraiment cette symétrie. Voilà, donc ça c'est peut-être une petite découverte, hein, parce que c'est vrai que maintenant que vous le savez, c'est évident, mais voilà, ça ne saute pas aux yeux. Alors, il n'y a pas qu'une possibilité de transformer un accord majeur dans son symétrique mineur en gardant deux notes, comme le jeune homme nous disait, et en bougeant juste une de l'autre côté de l'axe de symétrie. En fait, il y en a trois. Trois possibilités. La relative, c'est à gauche. Au centre, c'est le parallèle. Do, mi, sol. Do, mi bémol, sol. Do majeur, do mineur. Vous voyez? Ça, on appelle ça le parallèle. Et ensuite, il y a une troisième possibilité. On garde les mi et les sol et on bouge juste les do. Vous voyez? Les do passent de l'autre côté de l'axe de symétrie, donc ça fait do majeur, mi mineur. Okay? Donc, dans les plans, c'est comme si on avait un autre triangle qui correspond à l'accord de do majeur, qui est entouré par trois accords mineurs qui partagent un côté du triangle. Hein, parce que avoir deux notes en commun, ça veut dire avoir un côté du triangle en commun. OK? Voilà. Donc, comme ça, on va petit à petit passer du cercle à cet objet, hein, cette deuxième représentation, qui est une triangulation du plan, hein, d'un certain point de vue, où on va voir aussi émerger d'autres configurations, mais qui est donc une représentation alternative pour représenter les notes de musique. Donc, je vous les montre dans une animation. Prenons le cercle. Voilà. Donc, maintenant, on sait que si je prends do, mi, sol, do, mi, sol, ça fait un triangle. Je fais une petite abstraction, je le mets au centre du plan et je vais l'entourer avec la mineure, la relative, do mineur, le parallèle, et mi mineur, la troisième possibilité. Et ensuite, j'ai construit, à partir de chaque accord mineur, les trois accords majeurs qui partagent deux notes sur trois. Et je me retrouve avec les plans remplis de triangles. Et ces triangles, ce sont soit des accords majeurs, soit des accords mineurs. Et je peux maintenant vous les montrer mieux dans cet environnement, donc, qui est les tonnettes. L'espace s'appelle tonnettes. Et donc, je vais faire petit, comme ça. Ici, vous avez à la fois, hop là, à la fois l'espace, hop, comme ça, et vous avez aussi les cercles. Hein, comme ça, vous pouvez voir les choses de deux façons différentes. Voilà mon accord majeur, et je vais l'entourer. Il est là au centre, il est ici. Voilà, et je vais l'entourer avec les trois accords mineurs qui partagent deux notes sur trois. C'est-à-dire la relative, do majeur, la mineure, ou bien le parallèle, do majeur, do mineur, ou bien, troisième possibilité, do majeur, mi mineur. Vous voyez? Et après, je peux répéter pour chaque accord mineur, eh bien, je peux l'entourer avec les trois majeurs qui contiennent deux notes sur trois, etc. Donc, c'est quoi l'avantage de cet espace? C'est que maintenant, en fait, chaque fois que je cherche un accord majeur, je sais où le trouver. Un accord majeur a toujours cette forme, avec la pointe vers la droite. Okay? Voilà un accord de Fa dièse majeur, un accord de Mi majeur, un accord de Ré, si bémol majeur. Alors là où j'ai utilisé que des dièses, c'est pas très bien pour le musicien, mais on a fait les choix pour ne pas alourdir, donc on a fait juste avec des dièses. Il faudrait quand même être un peu plus fin d'un point de vue. Voilà. Mais donc du coup, là, vous avez déjà un espace dans lequel on peut bouger. Déjà, je peux représenter mes accords de tout à l'heure. Maintenant, c'est voilà la nouvelle forme qui va apparaître. Ah, l'accord diminué, le carré. Alors, je ne vous ai pas dit, le deuxième cercle, c'est le cycle de Kent. C'est une autre représentation circulaire qu'on peut associer, au lieu d'avoir les demi-tons, vous voyez, la plus petite distance entre les notes, do, do dièse, ré dièse, etc. On peut bouger par pas de Kent, à la façon de Pythagore, mais sous le piano. Si on bouge à pas de Kent, en répétant de Kent en Kent, vous voyez, en bas, on voit bien que les notes se suivent. Les Kent, voilà. Do, sol, ré, la, mi, si, etc. Donc, ici, on a les Kent. Ici, on a les quartes. Donc, do, fa, si bémol, vous voyez,
qui est un peu le symétrique par rapport à cet axe de symétrie. Et ici, on a voilà, ma gamme qui monte ou qui descend. Voilà. Mais la chose importante, c'est que chaque forme, maintenant, on peut la voir comme chaque accord, comme un polygone inscrit dans le cercle ou comme une forme géométrique. Donc on a déjà vu voilà, le carré qui se déforme dans un segment, dans une droite, et bien l'autre droite, c'est l'accord augmenté. Et en fait, il faut juste 2 axes pour engendrer les plans. Et donc pour les mathématiciens, ça c'est la décomposition voilà, du groupe cyclique d'ordre 12, Z3 fois Z4, décomposition des Silov. Où les Z3 et les Z4, ce sont vraiment des sous-groupes, c'est-à-dire des accords symétriques, symétriques totalement, réguliers, comme l'accord augmenté et l'accord diminué. Alors, je vous montre déjà le passage au dual. Alors, ça c'est bien pour les topologues et les géomètres, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire passer au dual? Au lieu d'avoir une salle de bain avec plein de triangles, on va mettre un point au milieu de chaque triangle. Ici, on va dire, ah, cet accord-là, je le connais, c'est Do majeur, je mets un petit point ici. Cet accord-là, je le connais, c'est La mineur, je mets un point. Et après, je connecte tous les points. Est-ce que je fais ici, avec mon petit jeu, je mets, vous voyez, un point au milieu de chaque triangle, et là, nous avons quelque chose qui va émerger, qui est un pavage hexagonal, un nid d'abeille. Et donc, c'est les duals. Donc là, maintenant, je peux bouger sous les nœuds du dual, et là, j'aurai automatiquement mes accords des 3 notes. Voilà, tout ça, ça fait des jolies progressions. On peut s'amuser à se balader. On aura toujours de belles choses, parce que l'espace est bien fait. L'espace est construit de telle façon qu'on passe d'un accord à l'autre avec 2 notes qui ne bougent pas et une note qui bouge un petit peu. Donc on a une sensation de continuité. Okay, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. J'ai plein d'autres choses à vous montrer, mais peut-être que je peux vous illustrer. Alors ça, voilà, ça, on a parlé des Pythagore, on a parlé des Mersenne. Ah, on ne peut pas ne pas parler de celui qui a inventé la théorie des graphes, qui est Euler. Et alors, à l'époque, il y avait un problème à résoudre, c'est le problème des ponts de Königsberg. Imaginez une ville, Königsberg, ou imaginez Paris, avec plein de ponts. Est-ce qu'on arrive à faire les tours, à passer une seule fois? On est là, par exemple, on passe par les ponts, ici on passe, ici on passe. Ah, on doit passer 2 fois par le même pont. Okay, voilà les problèmes des mathématiciens de l'époque. Est-ce qu'on peut démontrer que voilà, dans cette ville, on ne peut pas parcourir tous les ponts, à passer une seule fois par tous les ponts, on est obligé à passer 2 fois par les ponts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est les problèmes de la mathématique, et dans sa tête, comme modèle mental, et il y avait ce qu'il appelle les speculum musicum, c'est-à-dire les miroirs musicaux. Et ces miroirs, c'est vraiment cet espace, les tonnettes, que je vous ai, ou son dual. Vous avez ici l'abeille et l'araignée. Voilà. Et en fait, voilà, les speculum musicum, c'est 1773. C'est vraiment un objet qui un peu ouvre la voie en fait, à la théorie des graphes, qui est vraiment, c'est vraiment le tout début de la théorie des graphes. Et là, vous avez les jolis pavages à nid d'abeilles. Les abeilles font ces pavages font de la musique, peut-être, sans le savoir. Donc là, vous avez les 2 facettes. Voilà la facette triangulaire et la facette hexagonale. Okay, donc, vraiment, dans les tonnettes, dans cet espace, il y a les 2. Et c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on va utiliser. Est-ce que c'est plus pratique d'avoir, imaginons qu'on a 4 accords majeurs ou mineurs qui se suivent, eh bien, on va utiliser peut-être les pavages hexagonales, parce que là, comme ça, on a la trajectoire tout de suite, avec les nœuds des hexagones. Voilà, ça, c'est les 2 facettes principales, mais il y a une autre facette qui est très intéressante, parce que, en fait, comme les pianos, on l'a ramené à l'octave, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait comme ça, et c'est devenu le cercle. Mais ici, en fait, les tonnettes, cet espace, ce n'est pas un espace infini. Rappelons-nous qu'il y a toujours
l'identification à l'octave. Donc en fait, on est en train de jouer avec une petite portion du plan qu'on va multiplier partout, qu'on va retrouver partout. Okay? Et cette portion, si je regarde, je fais un focus sur la portion, qu'est-ce qu'on trouve? Regardez un petit peu. En fait, les côtés opposés, eh bien, c'est tout à l'heure, on avait vu les carrés et les triangles équilatérales. C'était les deux axes. En fait, ce sont vraiment les deux axes qui engendrent les plans. Okay? Donc là, nous avons un autre joli problème topologique, une région ici, dans laquelle il faut coller les côtés opposés. Donc, allez, je prends comme ça, et je commence à coller, par exemple, voilà, celle-ci et celle-ci. Elles sont les mêmes couleurs, donc, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? Un cylindre. Okay? Maintenant, il faut se rappeler que ces côtés-là, il faut les coller avec celui-là. Donc, il faut faire cette opération. Alors, imaginez, pour les mathématiciens, s'il vous plaît, donnez pas la réponse. Toi non plus. Il ne faut pas que tu dises. Et par contre, voilà, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde essaie de faire cette sorte d'exercice. Vraiment, il faut imaginer, alors avec les papiers, ça ne marche pas, mais il faut imaginer que cette partie-là, on va la coller avec celle-là. Donc, on va faire comme ça. Est-ce que tout le monde arrive à voir dans sa tête qu'est-ce qui va y arriver? Qu'est-ce qu'on trouve? Allez, c'est toi. Un pneu. Voilà, très bien, super. Voilà, voilà les pneus. Voilà. On appelle ça aussi un donut, si vous voulez. Voilà. Mais alors, la chose intéressante, c'est que la musique vit dans cet espace. Donc, quand on écoute de la musique, on est en train de se promener dans un tore. On appelle ça un tore, en mathématiques. Sans le savoir, bien sûr. Sans le savoir, parce que la musique, c'est un calcul d'arithmétique caché que l'âme fait à son insu, disait Leibniz à Goldbach, à son ami dans les correspondances. Donc, de ces calculs secrets et inconscients que l'âme fait à son insu, dans ces calculs, il y a ces mouvements inconscients dans cet espace, et c'est ça qui donne, en fait, l'idée de la tonalité. C'est les neurosciences qui nous montrent en fait, que ces types de représentations ont vraiment un substrat neuroscientifique. Alors, ce qui est formidable parce qu'on peut s'amuser à faire toutes sortes de représentations mathématiques, d'abstraction, mais quand on trouve aussi des réalités qui collent avec la perception, eh bien là, on est bien content. Donc, je vous propose une petite... on fait un peu de musique, en compagnie de Paolo Conte, c'est mon auteur fétiche en Italie. Voilà, Sotto le stelle del jazz, c'est une petite musique qu'on a adaptée dans le cadre du spectacle Matin Pop, donc au tout début du nid d'abeilles. Vous avez compris c'est une question du nid d'abeilles. Donc là, on va suivre, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau des accords dans cette chanson, en suivant du coup l'araignée qui va tisser sa toile autour de la tonalité. Si on est ça démarre en sol majeur, vous avez ici la toile d'araignée autour du sol majeur. Mais après, vous verrez, la toile va bouger. Et donc, on va essayer de suivre, on va voir si on arrive à suivre cette animation. Et c'est parti. Ah bah, si je joue... Voilà, ça c'est sa voix. Ah bah, on va l'écouter. Ok, alors moi je... Bye bye. Au tout début du nid d'abeilles, il y a 4 accords en veille. Et l'araignée qui tisse sa toile, da 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 oh, tout autour du nid d'abeilles, tous les accords comme des soleils, et l'araignée qui tisse sa toile, tout da 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 da.
Ah, si tu voyages comme une abeille, oh, les intervalles restent pareils. Des symétries en farandole, waouh, 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 chemine au long de l'Anatole. Tout autour du nid d'abeilles. Du 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 da du, du da du da. Da du da du da du da. Du da du da du day. Du da du du da da. Ah, vous avez vu, hein? Une transposition qui est en fait rien d'autre qu'une translation. Et retour à la maison. Oh, sotto le stelle del jazz. Oh, un uomo scimmia cammina. Oh, forse balla, chissà. Tu da tu da tu te. Tu da tu da da. Oh, 2000 enigmi nel jazz. Ah, non si capisce il motivo. Nel tempo fatto di attimi. Wow, 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 wow. E settimane enigmistiche. Dai, la, 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 la. Oh, sotto la luna del jazz. Du da du da du. Du da du da. Da du da du da du da. I whisper I love you. I whisper I love you. Yes sir. Voilà. Un petit Paolo Conte qui est toujours le bienvenu, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu, hein? On a vu en fait 4 accords, une anatole. Hein? Une anatole, c'est un schéma qui se déplace, hein, parce que c'est bien de changer des tonalités, ça moduler, hein, mais il faut revenir à la maison. Hein, ça, la plupart des chansons, c'est ça. Hein, on installe une atmosphère, après on se déplace, on transpose et ensuite on revient à la maison. Voilà. Et ça illustre, je pense, assez bien. Hein, à quoi ça peut servir, ce type de support, pour analyser des musiques. Donc on est toujours un peu dans l'analyse, hein, d'analyse musicale. Alors, il y avait un petit, je ne sais pas si vous avez vu là tout à l'heure avec Euler sous les ponts, hein, et il avait son problème, mais il y avait aussi un gamin qui jouait aux échecs. Alors, il faut savoir que Euler est aussi celui qui a montré que le cavalier, dans les échecs, avec son mouvement L, eh bien, on le met dans une case, il fait le tour de toutes les cases de l'échiquier, il revient au point de départ sans passer 2 fois par une case. Et alors, en musique, est-ce qu'on peut faire les jeux du cavalier? Donc maintenant, on connaît notre échiquier. Hein? L'échiquier, c'est le nid d'abeille. Est-ce qu'on arrive à faire un parcours dans tous les accords majeurs et mineurs, hein? Un parcours qui passe par tous les points, tous les accords majeurs et mineurs, revient au point de départ, sans passer 2 fois par le même accord. Hein? En théorie des graphes, on appelle ça un cycle hamiltonien. Hein? Et eh bien, oui, on peut le faire. Et qui l'a fait? Qui l'a fait, le premier? Eh bien, c'est lui, Beethoven. Regardez, son cycle hamiltonien, c'est un zigzag. Chaque fois, un accord différent. Voilà. Ah, regardez à gauche, hein, parce que sinon, à droite, vous allez en 4 dimensions. C'est l'hypersphère des accords, 4D. Donc un zigzag devient un jeu des zik, hein, pour les mathématiciens dans la salle. Jeu des zik dans l'espace à 4 dimensions. Et alors, pour toute honnêteté, hein, Beethoven n'a pas fait les cycles complets. Hein, il s'est arrêté à 18 accords sur 24. Oh, je pense que c'est pas mal. Hein. Donc ça montre bien, hein, qu'on peut, du coup, vous avez entendu, pam, 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 pam. Donc il a fait tout ça. Chaque fois, je passe d'un accord à l'accord,
mineur avec 2 notes sur 3. C'est vraiment le zigzag. Si je le fais 24 fois, j'arrive au point de départ. Do majeur, Do majeur. OK? Voilà. Donc ça, c'était les maths de la musique, mais la musique des maths. Une fois qu'on a ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en faire quelque chose. On peut faire des chansons. On peut faire des chansons hamiltoniennes. Des chansons qui se baladent dans toutes les tonalités majeures et mineures, qui touchent tous les accords. Au lieu d'avoir une chanson avec 4 accords, là on a 24. Donc je vous propose d'écouter. Je vais improviser un petit peu. C'est une maquette. On a fait ça avec Polo Lamy. Moi je l'appelle Lamy Polo. C'est l'ancien guitariste des Satellites avec qui on a fait de petits ateliers pour introduire ce type de concept chez les musiciens. Et donc, voilà, une chanson hamiltonienne qui, pareil, vous avez... En fait, c'est rien d'autre que Beethoven, lu à l'envers. Au lieu de descendre, voilà, on va monter les cycles. Et donc, on peut faire une chanson avec un zigzag. Et là, vous avez, pareil, la même hypersphère des accords ici. Donc ça, c'est Gilles Baroin. Gilles Baroin, infographiste et mathématicien de Toulouse. C'est lui qui a fait toutes ces très belles animations. Et c'est lui qui a inventé cette hypersphère des accords pour représenter les objets en 4 dimensions. Là, vous avez la projection en 3D d'un espace qui vit en 4 dimensions. Et encore une fois, un zigzag devient la plus petite distance entre 2 points sur cette hypersphère, c'est-à-dire une jeu de zik. On va écouter les blés en herbe. Et là, par contre, on va vraiment l'écouter avec Polo qui chante, et moi je vais juste improviser un petit peu, pour vous montrer qu'en fait, c'est très intuitif comme démarche d'enchaîner 24 accords. Plongé comme un enfant, oui, donc on remonte les zigzags. Sous l'océan du blé en herbe. Marée d'épis, couleur d'amande qui tente à caresser le ciel. Algues tendres de 1000 plages, frôlant le ventre des nuages, cheveux de pluie, d'eau de poisson, qui frissonnent à l'unisson. Voilà, le cycle est terminé. On est en Do majeur, on va peut-être refaire une autre fois. Suivre le bord des continents dans l'océan du blé en herbe. Pêcher le corail d'azur dans le sang bleu des coquelicots. Croiser le matin dans l'herbe folle de tourterelles qui s'envolent. Suivre les jours des hirondelles sur le paysage éternel. Voilà, à nouveau un Do majeur. Voilà. On a fait déjà les tours et ça continue à l'infini, c'est une maquette, donc c'est vraiment une chanson infinie qui n'a pas de fin. Mais vous avez compris les principes, ça c'est ça l'important. Donc ça, pour moi, c'est une nouvelle piste pour les musiciens, explorer des cycles miltoniens. Donc là, il y en a, on peut avoir des listings, les 124 cycles miltoniens classés avec toutes les symétries, avec les PLR, ça correspond en fait à faire vraiment des parcours dans cet espace ou bien dans les tors, si on veut les voir comme des trajectoires dans les tors. Voilà. Et moi, de mon petit côté un peu musical, je m'amuse aussi à trouver du coup des progressions, soit des chansons hamiltoniennes, carrément, un peu comme on a vu, soit des progressions un peu atypiques. Donc là, je vous passe un petit extrait. J'ai fait un album il y a quelques années, et c'est le seul, je pense, parce que ça a pris 15 ans pour le faire, donc je ne pense pas que je vais me lancer. Mais voilà, c'était une belle expérience. Et donc le Bateau Ivre, c'est un groupe italien qui s'inspire de Rimbaud pour faire du coup un album concept en 2024 ou 2023.
C'est sur Spotify, si vous êtes intéressé, donc vous l'avez sur Spotify. Juste voilà, un petit passage pour vous montrer comment est-ce qu'on module, comment est-ce qu'on peut contrôler toutes ces transformations, toutes ces modulations à travers les tonelets. Donc, juste les passages ici. Voilà, là. Voilà, on commence en Fa mineur. Do, Mi mineur. Do dièse mineur. Si bémol, Ré mineur. Voilà, donc on s'est éloigné un petit peu. Voilà, donc ça c'est juste un petit exemple. Ça montre, je pense, qu'on peut vraiment s'amuser, faire des progressions un peu atypiques. Alors, là, je vais mettre le turbo, parce qu'on a parlé beaucoup des hauteurs, mais en fait, il n'y a pas que ça. Pour la musique, il y a aussi le rythme. Donc, je ne pourrais pas faire vraiment le même. En fait, il faudrait 2 fois le temps pour avoir vraiment en détail toutes les constructions, mais regardez qu'est-ce qui se passe. Ça, vous le connaissez. On l'a vu tout à l'heure. C'est quoi? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Les touches blanches du piano. Mais c'est aussi le bembé. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc en fait, il y a un mapping, un transfert de structure entre les hauteurs et les rythmes. Donc on peut, en fait, tout ce que je vous ai raconté, à part les tonelets, qui est les plans, mais tout ce que je vous ai raconté sous le cercle, vous pouvez les voir sous le rythme. Et donc là, on peut trouver, voilà, ça c'est les bembés, ce sont des rythmes. Alors c'est vraiment toute une classe des rythmes qu'on appelle les rythmes bien répartis. Bien répartis parce que c'est vraiment bien réparti autour du cercle. 7 points bien disposés, bien dispatchés, un peu comme, voilà, si je prends 5 points, c'est les touches noires du piano qui ont cette propriété d'être presque un pentagone régulier. Alors ici, pour les physiciens dans la salle, alors pour les mathématiciens, c'est le problème du dîner à table. Aussi pour les petits, vous avez une table à la maison avec 12 places et vous avez 7 invités. Où est-ce qu'on va les mettre autour de la table pour qu'on minimise les chances de rattraper la Covid? C'est la distanciation maximale. C'est ça vraiment le principe. On choisit les touches blanches du piano. Si on a 5 invités, on choisit les touches noires. Si au lieu d'avoir des invités, on a des charges positives et des charges négatives qui vont se mettre autour d'un cercle, eh bien, ça, c'est le système d'easing antiferromagnétique, avec les systèmes les plus stables. Plein de rythmes ont cette propriété. Voilà les tresillos, 3 sur 8. 3 sur 8, c'est votre table à 8 places et vous avez 3 invités. Et là, on va choisir ces 3 points qui correspondent au tresillo ou le cinquillo, c'est 5 sur 8. On va l'écouter. Voilà, pareil, c'est la meilleure distribution. Là, il y a vraiment des maths, c'est la combinatoire, le problème du dîner à table, mais il y a aussi un petit peu cette idée de vraiment répartition, répartition autour d'un cercle. Voilà, donc l'autre logiciel qu'on a développé, c'est le cercle rythmique. Et je vous montre juste, comme ça vous pouvez à la maison vous amuser. Alors tout ça, vous le trouvez sous la page mathemusique.fr, comme ça je vous donne l'adresse. Voilà, mathemusique.fr, c'est une petite page dans laquelle il y a les liens vers les tonelets, les cercles rythmiques. Il y a aussi une petite présentation de tout ce qu'on fait, un peu au niveau aussi des vulgarisations. Donc voilà, juste pour vous montrer, voilà les tresillos, voilà les cinquillos, les tresillos, voilà, on peut juste, voilà comme ça.
Voilà, on peut les taper. Est-ce que vous arrivez à les taper ensemble? 1. Allez. Voilà, etc. Hein, c'est les tangos. Hein, les tangos, c'est ça. Hein, c'est la solution du problème. 3 points bien dispersés autour d'un cercle. Voilà, etc. Vous avez, pareil, la bossa nova, c'est voilà, c'est la solution avec, du coup, 16 places hein, et 5 invités. Hein, et si on commence à mélanger, voilà, on peut faire des choses sympas, on peut faire des rotations. On peut ajouter à notre rythme. La rumba, allez. Voilà. Après, on exporte, on a un fichier MIDI et on peut faire plein de travail à partir de là-dessus. Alors ça, c'est Paul Lascabet. Hein. Paul Lascabet, peut-être vous connaissez la chaîne Math et Musique, YouTube. Donc c'est lui qui a fait, avec Corentin Guichawa, cet environnement. Donc voilà, j'ai m'approche de la fin, hein, parce que j'aimerais bien discuter un petit peu aussi avec vous. Donc voilà, les deux, vous les trouvez sur, voilà, sous la page Math et Musique. Vous avez aussi la vidéo hein, qui peut vous guider. Hein, donc ça, c'est voilà, une vidéo un peu pédagogique qu'on a fait avec Maria Marti, qui est graphiste spécialisée dans les dessins scientifiques. Et là, vous retrouvez les personnages, Pythagore, Mersenne, Euler, hein, avec ces deux personnages qui sont Madame le Cercle et Monsieur le Triangle. Les environnements, la chaîne Math et Musique de Paul Lascabet, et vraiment, je vous encourage, hein, si vous ne la connaissez pas, c'est formidable, hein, c'est vraiment une source d'apprentissage, je dirais, des mathématiques via la musique, et avec aussi de la musique sublime, hein, comme celle-ci, par exemple, qui vient de ces rythmes, hein, qui correspondent au rythme bien réparti. Alors, ça correspond aussi, on appelle ça aussi les rythmes euclidiens, hein, parce que ça vient de l'algorithme d'Euclide, si on veut faire des liens entre les programmes en collège et au lycée et la musique, eh bien là, on a de quoi s'amuser. Donc, je vous laisse avec cette musique qu'on trouve dans une vidéo consacrée au rythme euclidien de Paul Lascabet. Voilà. Et je pense que c'est bon. On est à la fin. Merci beaucoup.